dans quelques années, acheter un bon smartphone, une console ou un ordinateur devenait un luxe. Pas parce que les marques veulent simplement augmenter les marges, mais parce que les composants qui ont rendu la tech accessible pendant 20 ans sont aujourd'hui aspirés par l'IA, les data centers et la géopolitique. Pendant qu'on parle des smartphones plus chers, des consoles qui augmentent de prix, des PC avec moins de stockage et d'IA partout, une question devient centrale: est-ce que la tech du futur sera encore un produit populaire? Est-ce qu'il faudra devenir encore plus riche pour y avoir accès? On rentre dans une époque où vraiment le neuf, le puissant, le durable et vraiment le haut de gamme sera réservé aux personnes qui peuvent se le payer. Évidemment, on va vous donner quelques petites astuces pour essayer de contrecarrer ça et même imaginer ce qui pourrait se passer. En tout cas, bienvenue sur Bubble, le podcast où on prend le temps de comprendre ce que la tech change vraiment dans nos vies. Je suis Quentin et je suis accompagné de Mathieu et de Rewan. Comment ça va vous? Ouais, bah ça va, écoute, nickel. Moi j'ai prévu d'être riche pour régler ce problème. Donc, écoute, riche et célèbre. Le jour où tu le sauras, partage la méthode, s'il te plaît. Ok. Parce que là, cette semaine, je voulais acheter un nouveau SSD. J'ai pas acheté de nouveau SSD. Non, parce que ce que du coup je ferais, c'est que je vendrais une formation. Comme ça, je serais encore. Oh, il est malin. Tu vois, ça, c'est la méta des Une youtubeurs. formation découpée en plusieurs parties où il faut l'acheter à chaque fois. Et je vois, tu dis des banalités. Avec le PDF gratuit là au début pour choper quand même ton email pour faire. Voilà, oui, avec tout un tas de faux avis et de faux témoignages. Exactement. C'est terrible. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on sent qu'il y a une tendance, on en parle de plus en plus, vous le voyez dans les actualités. On sent qu'il y a une tendance, c'est ça ton truc. On sent que mon portefeuille, il la sent la tendance. Le marché, ça alourdit. Ça alourdit. Bah, il s'allège en l'occurrence, mais ouais. Oui, ça s'allège énormément. Mais c'est vrai qu'on avait l'impression que chaque innovation finissait toujours par descendre. On a vu les écrans OLED qui, quand ils sortaient, atteignaient des prix astronomiques. Et puis, au fur et à mesure, ça venait toucher le grand public. On a vu ça avec le SSD, on a vu ça avec la 4K. Après, c'était le truc naturel. Genre, exactement. C'était les technologies innovantes, avant-gardistes, etc. Toujours, ça arrive à un prix inaccessible. Et après, le fait qu'on en produise fait que le produit commence à baisser. Avec la RAM, ça le fait beaucoup, ça. Tu regardes les générations de DDR5, là, c'est extrêmement cher à cause de... Bah, on va en parler, à cause de l'IA, tout ça. La DDR4, aujourd'hui, elle a un peu subi, mais pas trop. Et par contre, essayer d'acheter de la DDR3 et de la DDR2, c'est hyper cher. C'est hyper cher. Non, la DDR4, franchement, ça va. La 2 et la 3, c'est moins bien. Oui, mais c'est vieux. Mais juste parce que c'est vieux qu'il y en a moins qui sont produits, ça devient turbo cher. Tu sais que j'ai vu une news où Meta, justement, ils essayent de réalimenter des serveurs avec de la DDR3 qu'ils essayent de custom avec un truc par-dessus pour optimiser les performances. On en est là, c'est-à-dire que Meta achète de la DDR3. Voilà, c'est une info de zinzin. Mais ce qui est dingue aussi, c'est que la composant de la RAM, ça... Je vais pas te dire que c'était le composant le moins cher du monde, mais c'était toujours le petit composant que tu achetais pour upgrader une machine. C'était un des premiers trucs que tu faisais. Ouais, manque un peu de mémoire, tu rebalances un peu dedans. Tu disais aux gens souvent, ouais, bah vas-y, achète-toi cette RAM là, ça coûte 40 balles. Ça va te... Et puis c'est un truc de ouf. Là, on a vu ça aussi avec les appareils photo dans les smartphones. Au début, tu avais des trucs de fou qui... Bon, après, il y a eu la miniaturisation, etc. Et puis ensuite, c'est venu sur des produits qui avaient 300, 400 € et tu avais une qualité de fou. Donc, au début, finalement, c'est cher. Et puis après, ça devient la normalité, ça se démocratise. C'est ça. Et c'est même aussi pour ça qu'on aime autant la tech. C'est que tu vas avoir sur des produits ultra premium effectivement, tu vas payer le prix de l'innovation, mais cette innovation va devenir accessible de par des autres produits et la concurrence qui va arriver. Le développement, l'amélioration du produit et de la techno. Et puis, en fait, c'est un cycle qui se perpétue en fait. Non, mais en plus, nous, tu vois, on était un peu dans une niche un peu bénie, parce qu'avec Quentin, on a vadrouillé pas mal dans le monde du smartphone. Et le monde du smartphone, c'est tellement une guerre avec un nombre assez impressionnant d'acteurs qui sont dedans, des marques qui sont d'ailleurs mortes. Hein. Moi, il y a plein de marques auxquelles je pense qui n'existent plus. Wiley Fox. Wiley Fox, je pense exactement. C'est vrai, incroyable. Exactement. Wiley Fox, Meizu, etc. Wiko aussi. Meizu, c'est mort. Je crois que Wiko vivote encore. On n'entend plus parler. Arcos. Aucun contact. Arcos, ouais. Alors, Arcos, ils survivent, mais en fait, ils se sont alliés à je sais plus qui pour la marque. Putain, il y a une marque, je crois que c'est avec Auchan ou un truc comme ça. Ils ont fait un truc. Une marque pour faire encore des téléphones de merde. Alors, pas que des téléphones, je crois qu'ils font genre des sacs à dos. C'est un peu bizarre leur Je sais qu'Arcos, ils ont essayé de pivoter dans plein de domaines. Ils avaient fait un truc dans la crypto. Ils ont fait des trucs dans la domotique et tout. Bref, ils tapent vraiment à tous les râteliers pour essayer de s'en sortir. Je crois que là, maintenant, ils sont dans le médical même, tu vois. Ah genre, ouais. Ils ont muté un peu dans le truc du médical. C'est une folie. Mais à l'époque, justement, pour en revenir au sujet, on avait la chance d'avoir pas mal de concurrence. Et du coup, c'est un marché attractif, le smartphone. Tu trouves de tous les prix. Et tu trouves aussi d'excellents produits
si t'as pas envie de mettre 1000 balles, tu peux trouver de très très bons produits à 400-500 balles quand tu connais bien le secteur, quoi. Et c'est marrant parce que le marché du smartphone, c'est un truc qui a vachement évolué avec énormément de concurrence. Et on voit cette répercussion s'appliquer aujourd'hui dans le domaine de l'aspirateur. Il y a énormément de concurrence et du coup, les produits qui étaient pas chers et éclatés deviennent quand même un peu mieux. On le voit aussi dans le domaine de l'automobile, hein, très clairement. Donc bref, c'est un truc c'est un schéma qui se reproduit et on sent que quand même les géants commencent sérieusement à grincer des dents. On voit les Apple, Microsoft, Samsung, Lenovo et les autres augmenter complètement leur prix. Apple, dans les actualités, là, c'est fou. Apple, il faut comprendre que Apple, il a une place particulière parce que Apple, auprès des fournisseurs, c'est le roi, quoi. En fait, c'est des millions d'unités. Et comme ils ont ils fabriquent à coups de millions d'unités, comme tu le dis. Quand ils arrivaient et qu'ils voulaient se positionner sur de la RAM ou de les machins, ils passaient devant beaucoup de monde. Et quand tu as vu cette semaine, je crois que c'était la semaine dernière, peut-être plutôt, Apple qui dit c'est mort, on peut plus, on est obligé d'augmenter. Tu sens que, tu vois, c'est marrant parce que Apple, il y a ce côté un peu. Les fameuses 30% d'Apple, tout ce genre de narratif qu'on a toujours entendu. Mais là, on a quand même eu l'impression que même chez Apple, les mecs se sont dit ah ouais, mais non, mais il faut quand même pas qu'on abuse, on va essayer de retenir. Tu sens qu'ils ont quand même essayé de retenir le truc jusqu'à dire là, c'est mort. Et surtout que la strat sur l'IA, ils ne l'avaient pas encore tout à fait bien établie. Ils se sont fait un peu prendre de court. Donc, en vrai, qu'ils n'aient pas non plus anticipé l'impact sur la chaîne d'approvisionnement paraît cohérent avec... moi, je pense que, en fait, si je devais imaginer le truc, moi, je vois Apple qui est en train de faire la queue, qui demande ses barrettes de RAM, qui est devant tout le monde parce que c'était Apple. Et demande ses barrettes de RAM. OpenAI, c'est ça, qui passe et qui lui fait un doigt, comme ça, qu'il passe, il dit non, j'ai tout pris. Petit à petit, il les pousse un peu derrière, tous les SpaceX, là, les Azure, machin, qui sont derrière, en mode Apple, là, non, moi je suis Apple, je reste devant et tout petit à petit, ils sont en mode ouais, non, mais en fait, là, ça, on prend tout. Et Apple, là, ouais, mais lui, vous achetez quoi ça? Nous, on prend, tu vois, 50% de ce que vous produisez, c'est pour nous. On paye en avance, vous inquiétez pas. Et là, t'as Apple qui se retrouve je suis OpenAI. Quand je vais chez l'épicier, je lui dis pas est-ce que vous pouvez me mettre un Red Bull? Je lui dis donnez-moi la caisse. Non, donnez-moi tout. Quelle quantité vous pouvez faire pour ce montant-là? Voilà. Tu sais que pour information, aujourd'hui, la production de barrettes de mémoire, et ça va aussi pour le stockage, hein, parce c'est les mêmes composants. On fait beaucoup de focus, mais le stockage est RAM, également SSD, touché. RAM, SSD, tout ce qui est mémoire flash, en fait. Tout à fait. Ouais. C'est-à-dire que ça peut toucher de votre SSD jusqu'à votre fameuse carte SD. C'est tout qui a pris dans la gueule. Il faut savoir un truc, c'est que tout le stock prévu pour 2026, il est déjà vendu. Et même, je crois qu'on a déjà atteint la moitié de la production de 2027 qui est déjà, ça y est, c'est alloué. C'est-à-dire que là, si tu viens commander de la RAM, on te dit oui, vous êtes sur la file d'attente pour 2028. Donc voilà. Non, mais j'ai besoin de RAM tout de suite. Et si vous vous demandez qui va trinquer comme d'habitude, c'est le consommateur, parce qu'un truc dont les gens parlent pas forcément, mais ça fait un moment qu'on n'a pas vu de nouvelle génération de cartes graphiques à destination des joueurs de la part de Nvidia. AMD font toujours quelques trucs et tout. Nvidia, maintenant, les gars, ils s'intéressent plus à vous. Hein. Les seuls trucs qui roulent sur l'or, là. Les seuls trucs qui vous filent, c'est 2-3 drivers open source pour faire tourner vos LLM de cons là chez vous en local, mais sinon le reste, ça part toutes les générations ADA, tout ça, là, ça part l'action Nvidia, la grimpée. Ah, vous inquiétez pas. Hein. Vous me parlez de RTX 5 ou 6? Non, nous on parle en H, parce que c'est les cartes, mais pour les IA, c'est les H100. C'est ça. Maintenant, t'as la RTX Spark que tu veux, t'as pas une carte graphique, on te vend soit tout le PC complet pour faire de l'IA, soit tu es un joueur, écoute, t'es un joueur, joue, vas-y, joue, on te regarde. Va chez AMD si tu veux, va chez ceux qui sont en retard là sur l'IA avec leur Rock M de con là. Vas-y, y a pas de souci, on te regarde. T'imagines quand même, pendant 20 ans, on nous a promis une tech avec un futur accessible et aujourd'hui on découvre que le futur a clairement un prix d'entrée. Et est-ce que vous avez l'impression que la tech aujourd'hui devient trop chère? C'est quoi votre opinion là-dessus? Oui, je pense que c'est pas une hot tech de dire qu'aujourd'hui ça devient inaccessible. Non, mais tu peux dire que, tu sais, à un moment on se disait oui c'est cher mais parce que l'innovation, oui c'est cher parce que ça fait partie d'un écosystème. Vous, de manière générale, alors j'ai pas de marque à proprement parler, mais on peut parler de Apple, de Dyson, de Samsung. Mais non, mais t'as un symbole qu'on a couvert qui est criant et sur lequel je trouve même Rewan encore ultra indulgent malgré que je comprends son schéma de pensée. Si tu veux un symbole, la Steam Machine. La Steam Machine, à proprement parler, pour ce qu'elle embarque comme matériel, c'est folie le prix qui est demandé. Je suis d'accord. C'est une folie. C'est pas de l'indulgence, c'est du réalisme. Économiquement, je comprends que Valve, par rapport au positionnement qu'ils veulent faire,
le positionne à ce prix-là. Malheureusement, on en a parlé dans l'actu de il y a 2 semaines. Je vous invite à aller la réécouter si vous ne l'avez pas écouté. Mais globalement, du fait que contrairement aux autres marchés de la console, ils ne se font pas de bénéfice quand ils vendent des produits. Enfin, ils ne peuvent pas assurer le même bénéfice que ce qu'ils amortisseraient en termes de vente de la console avec leur plateforme Steam, du coup, avec la vente de jeux. Là où Xbox et Microsoft et Nintendo vendent les consoles à perte et se refont de l'argent derrière sur l'abonnement pour jouer en ligne et sur les licences de jeux. Mais c'est le schéma inverse chez eux. C'est ça. Et la vente des composants que eux ils doivent acheter aujourd'hui au prix fort. Je comprends qu'ils vendent à ce prix-là. Je suis pas indulgent, c'est quand même ultra cher pour les performances que ça Rappelle-toi de la tête que tu avais fait quand on a dit la Steam Deck, elle a pris 300 €. Ah, mais j'ai fait la même tête que Linus Tech Tips. J'ai fait c'est. Tu vois, donc c'est une tête de même un géant comme ça qui essaye de faire le mieux entre guillemets avec le reste du marché pour le consommateur finit par courber les chines. Tu vois. Est-ce que tu disais était très vrai et j'ai tiqué justement sur ce fameux slogan qu'on nous a envoyé pendant des années et notamment je pense à Aya Arcos qui en parlait, mais surtout pour moi le maître étalon de ce type de slogan c'était Xiaomi qui disait l'innovation apportée à tous. Tu vois, parce que prix accessible, voilà. Nous, on vend l'innovation pour tout le monde et on fait pas de l'innovation élitiste comme d'autres marques. Mais ce slogan, il est mort déjà. Il est mort dans le film. Mais en fait, la réalité économique, elle a changé. Le marché fait qu'aujourd'hui, l'innovation, elle va te coûter cher parce qu'en fait, déjà, tu as les coûts de... El famoso. Mais même pas que ça. Tu as les coûts de développement qui font qu'aujourd'hui, tu es obligé de te refaire une marge, etc. Non, mais déjà, de base, quand je fais de l'innovation, tu es obligé d'absorber des coûts de développement. Non, mais le problème, c'est que là, l'ennemi, il est tellement en face de nous. L'IA, elle a tellement torpillé de Mais trucs j'y étais sales. pas encore. Je disais que quand tu veux innover, tu es obligé d'investir pour créer la technologie qui n'existe pas. Donc, tu es obligé de la vendre à un prix un peu plus cher. Non seulement parce que tu as l'exclusivité de la fonctionnalité ou du nouveau produit, de la nouvelle compétence. La découverte, Et en plus, derrière, parce que les mecs qui ont développé, qui ont marché sur le truc, c'est des coûts que tu as perdus pendant un moment. Il faut bien refaire les caisses à un moment donné. Et aujourd'hui, tu arrives dans un marché où les composants se font littéralement acheter. Tu as un campeur là qui est à la sortie des usines qui récupère toutes les barrettes qui sortent de l'usine. Comme le craquette du truc et qui les achète. En plus, lui, il négocie pas les prix. Il est en mode vas-y, envoie. Les investisseurs, ils sont pleines balles là. Les clients, ils demandent vas-y, envoie. Et du coup, tu te retrouves avec toi, le consommateur moyen, qui est en mode ouais, mais moi, j'ai besoin de mon PC, j'ai besoin de ma clé USB, j'ai besoin de mon téléphone. Sauf que il achète au même endroit que les grands data centers de l'IA et ce qui fait que les prix ils augmentent pour tout le monde. Et c'est toujours le consommateur qui trinque. On parle de shrinkflation technologique, c'est-à-dire qu'on en arrive à un stade. Moi, j'ai un scénario qui est pas encore que j'ai pas encore constaté moi. Tu me diras toi si tu l'as perçu quelque part ou pas. C'est que de plus en plus, les constructeurs ils sont tentés par essayer de nous vendre des produits avec des specs en moins. Genre, il y a un monde où tu as un téléphone qui sort, qui techniquement, dans un monde normal, sortirait genre avec 12 Go de RAM. Là, pour l'encore, on se dit, si on le met à 8 pour voir, juste si ça passe, tu vois, ou un truc comme ça. Moi, j'ai vu des scénarios où on envisage carrément, potentiellement, de faire revenir, je l'ai lu dans des articles, c'est pas encore arrivé. J'ai une vidéo pour l'instant, tout le scénario que j'ai un peu évoqué, parce que je l'ai lu, c'est pas que je suis un voyant, machin, mais que j'ai regardé un petit peu dans les on va dire, dans les réunions un petit peu des constructeurs, des bruits de couloir qui se disent, il y a un monde où la micro SD, le slot micro SD dans les smartphones, il revient, tu vois. Donc, toi, par contre, Quentin, qui achète pas mal de tech pour le boulot, qui parfois achète des produits... je suis un pigeon, c'est pour ça. Non, mais toi, je sais que tu dois en acheter pour les tester, que parfois même tu les renvoies et tout. Est-ce que toi, dans ton business, vu que toi, tu es un peu plus avancé que moi et que tu as ce genre d'opération, est-ce que toi, tu as senti que ta trésor a souffert de ouf cette année notamment, ou l'année dernière déjà, parce que ça remonte un peu, ça commence à faire un petit moment. Alors en vrai, je suis de plus en plus sage dans mes achats tech, où je réfléchis beaucoup plus avant de dépenser. Mais c'est quoi qui te fait réfléchir? Est-ce que c'est ce qu'on est en train de vivre, ou est-ce que c'est juste toi qui t'es assagi? Tu vois, c'est parce que c'est deux paradigmes différents. Peut-être assagir, mais c'est même pas ça. Je pense que c'est simplement que tout n'est pas pertinent. Et on arrive dans une transition où, tu sais, j'ai l'impression qu'on est arrivé à un plateau où les innovations ont été cool depuis 3-4 ans et là on arrive à un plafond où en fait on sent qu'on est dans un entre-deux, mais les marques sont pas tout à fait à l'aise pour passer au-dessus. On parle de l'IA partout, donc on sent que ça c'est le sujet principal, mais donc du coup sur les autres innovations ça peine à avancer et donc en fait tout est bloqué. Je pense que d'ici 1 an, 2 ans, ce plafond de verre va péter et on va retrouver des innovations qui sont vraiment intéressantes. Même là, on va le voir cet été avec Samsung qui va annoncer un nouveau pliant, Apple qui va en faire partie. On va avoir des lunettes qui vont se développer comme Meta est en train de le faire. On sent qu'on est dans un shift où ça va partir. Tu sais pas quand,
Mais là, en fait, c'est juste balancer des innovations pour survivre. Et en ça, je trouve que je vois pas énormément d'intérêt à acheter beaucoup de produits. Et les 3/4, tu le disais, moi, je les achète et je les renvoie, hein, clairement. Ou alors, c'est des marques qui me les prêtent et ensuite, je les renvoie. Moi, c'est parce que j'ai pas le coffre pour pouvoir le faire actuellement. Mais le jour où je l'aurai, je ferai comme toi. Hein. Mais aujourd'hui, je trouve qu'en fait, il y a, comment dire, il y a énormément qu'il faut mettre sur l'IA en termes de ralentissement des autres développements parce que c'est un gros focus. Et aujourd'hui, la crise des composants fait que c'est tellement tout l'intérêt d'y aller. C'est hyper frustrant. Mais surtout que sur le marché du smartphone spécifiquement, le plafond, je trouve qu'on l'avait déjà atteint avant l'arrivée de l'IA, dans le sens où technologiquement, là où tu avais Apple qui lidait l'innovation au niveau du design, au niveau de la tech, etc., ça faisait un moment que ça stagnait. Ça devait genre 4-5 générations d'iPhone où tu n'avais pas d'évolution majeure de trucs qui étaient en mode wow. Tu n'avais pas de rupture. Apple, ouais, c'est ça. C'est pour ça que tous les constructeurs, ils essaient de nous vendre l'après-smartphone avec les lunettes. Hein. C'est l'objectif, hein, parce qu'ils sont un peu en galère, quoi. C'est pas pour nous dire qu'ils ont découvert le Saint Graal avec les lunettes, hein. C'est qu'ils sont un peu en galère. Non, mais je veux dire, aujourd'hui, un smartphone pliant, c'est fou qu'un géant comme Apple n'en est pas dans la gamme, tu vois. On dirait que vraiment, ils ont tellement voulu attendre à se dire on veut que la techno soit mature ou alors ça ne fait pas sens de le mettre dans la gamme qu'ils sont peut-être passés à côté d'un truc. L'histoire que j'ai là-dessus, que je peux te répondre, c'est que les bruits de couloir qui courent beaucoup, c'est qu'Apple voulait pas de pliant sur lequel tu pouvais voir la pliure sur l'écran. Ouais, je comprends. Ça a été un truc sur lequel les fournisseurs d'écran ont beaucoup galéré. Ils ont eu pas mal de monde là-dessus. Peu importe la raison, le fait est que je trouve que tu as eu un espèce de lissage des évolutions sur ce truc-là qui a fait qu'il y a une espèce d'accalmie où la tech a arrêté de faire rêver, surtout dans le smartphone qui était vraiment le truc qui faisait la révolution et surtout de la révolution de la manière la plus accessible possible pour le consommateur parce que c'était un produit qu'il pouvait avoir direct dans les mains. Là où on a eu un peu cette effervescence après avec les lunettes connectées, notamment Meta, etc. Et entre-temps, effectivement, l'arrivée de l'IA qui a fait que c'était la nouvelle révolution depuis, ça fait combien de temps à peu près 4-5 ans, un truc comme ça, que c'est un truc qu'on voit vraiment beaucoup dans le panorama. 2023 en tout cas, que ça commence vraiment plus à péter. Où on commence à avoir des applications vraiment un peu sympas avec la Gen AI. Pour le coup, je vais parler peut-être plutôt de Gen AI. ChatGPT, c'est 2023 quand ça commence à sortir. Avec l'IA générative, ouais. Et j'ai bon espoir que plus tard, ça va rentrer dans le panorama un peu courant de la vie commune et que du coup, l'emprise des fournisseurs d'IA et des data centers sur le consommateur avec la pénurie des composants va se lisser parce que ce sera des trucs sur lesquels il y aura une chaîne qui va un peu se lisser. Et en même temps, je trouve ça un peu frustrant parce qu'on vit dans une époque où justement tu disais oui, Apple n'a pas le pliant dans son catalogue, mais on vit dans un monde où aujourd'hui tous les constructeurs sont obligés de faire la même chose, comme tous les créateurs sont obligés de faire la même chose parce qu'à un moment il faut survivre. Il faut être là pour la trend. Exactement, alors qu'il y a eu une époque où, rappelez-vous, LG sortait un smartphone où tu pouvais appuyer sur un bouton, sortir la batterie, Motorola sortait un smartphone hyper fin sur lequel tu pouvais clipser des accessoires, Samsung sortait un téléphone avec un stylet à l'intérieur. Il y avait de l'innovation, il y avait des idées, on cherchait quelque chose de nouveau. Les gens n'avaient pas peur d'essayer, ils avaient envie d'essayer. Juste sortait un smartphone que tu pouvais mettre dans une tablette pour transformer le truc en complètement. tablette. Il y avait des tests, il y avait de l'envie de créer des trucs qui changent. Et on vit exactement cette même ère que l'automobile où en fait, un designer va chez une marque et refait la même chose. On va avoir les véhicules qui vont se ressembler les uns après les autres parce qu'il y a un modèle de Renault, s'il te plaît. Mais on va avoir une personne, une marque qui va décider de faire un truc un peu différent et du coup tout le monde va s'aligner et faire les mêmes feux à l'arrière qui sont tous lisses. C'est intéressant, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et pourquoi est-ce qu'ils font ça d'un autre côté? C'est que en fait ils ont plus l'argent pour se tromper. Mais oui, c'est fou en fait. Exactement. Aujourd'hui ça fonctionne. Ou alors ils veulent sécuriser quoi. Mais c'est ce que je veux dire, c'est que du coup ne pas y essayer, c'est ne pas prendre le risque de se tromper. T'en as un qui fait la tendance, et ben aujourd'hui si cette tendance-là elle fonctionne, on fait pareil. Pour moi, on n'a pas à prendre le risque et on y va à moindre coût. Mais pour moi, ce que vous dites est très vrai parce que ça peut se répercuter sur tous les marchés. Je vous donne un exemple. Tu regardes le cinéma en ce moment, c'est du copier-coller H24. Apparemment, je ne l'ai pas encore vu, le nouveau Supergirl. Là, ouais, c'est ça. Supergirl, et apparemment, le Supergirl, c'est un ressucé de ce qu'a fait James Gunn. Un petit peu, c'est un peu un sous-Gardien de la Galaxie en beaucoup moins bien. D'ailleurs, il bite de ouf le film. Mais en fait, c'est ça, c'est que les studios, ils ont tellement de pression pour avoir des financements. En fait, chacun a un peu sa problématique, comme tu as raison. Les studios, pour le cinéma, ils doivent trouver des financements pour pouvoir faire des films qui coûtent toujours plus cher. Mais sauf qu'ils vont pas prendre en compte les idées qui sont un peu novatrices parce que c'est un risque. Est-ce que je peux juste étendre le débat là-dessus? Vous constatez pas qu'en ce moment, il y a pas mal de remakes qui sortent? Tu vois, des trucs, on reprend une formule qui a bien fonctionné, on la réadapte. Je sais pas si t'es tombé aussi dessus, mais il y a une vidéo d'une interview de George Lucas qui justement en parle en disant non mais en fait, aujourd'hui, et de ceux depuis les années 80,
on a eu des bonnes idées dans les années 80 et aujourd'hui c'est que des remakes. C'est ça. Dune, c'est un remake, il y a une suite on va de Star Wars, chercher Indiana Jones, les Madeleines de Proust des anciennes Mais licences c'est qu'on fait revenir. exactement. Tu vas voir que dans pas longtemps, on va nous reparler d'un nouveau Tortue Ninja. Mais c'est exactement là où je voulais aller, c'est qu'en fait, quand tu veux pas prendre de risques, tu prends une formule qui a fonctionné. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire pour la remettre au goût du jour? C'est l'adapter avec les technologies du cinéma qui se sont développées et qui aujourd'hui coûtent pas trop cher. des nouveaux acteurs qui sont tendance. Tu sais que le scénario il a marché, donc à la fois tu peux faire découvrir aux nouvelles générations une formule qui a marché à l'ancienne, il n'y a pas de raison qu'elle marche pas aujourd'hui a priori, et faire revivre la nostalgie à ceux qui à l'époque ont connu le truc et qui sont même susceptibles aujourd'hui, de par le fait qu'ils ont grandi, d'amener leurs enfants et de dire regarde c'est un truc qui... Dune, c'est l'exemple parfait. Dune, il y a la campagne de Halo qui est en train de ressortir, on sait comment Microsoft c'est la merde de leur côté avec leur développement de jeu, donc refaire la campagne de Halo 1, encore une fois parce qu'ils avaient fait une version anniversary, je rappelle, avec des graphismes améliorés, là ils refont toute la campagne sur, je crois que c'est du Unreal derrière, il me semble que c'est du Unreal, avec, entre parenthèses, sort sur PS5, mais ça encore c'est un autre débat. On parlait dans l'actu la dernière fois que tu avais fait les remakes de The Last of Us, pareil, les remakes, c'est pas forcément juste des remasters, mais tu as des remasters notamment de Assassin's Creed Black Flag, où on reprend le truc, ils te rajoutent un peu de contenu histoire de faire passer la pilule. Mais c'est spoiler, juste ils vont les refaire tous les Assassin's Creed. Et c'est la même campagne que Assassin's Creed Black Flag, juste resync, parce qu'ils ont refait les graphismes avec un peu next-gen et rajouté un peu de contenu histoire d'eux. Mais le risque aujourd'hui que ça ne fonctionne pas coûte trop cher. Donc on se remet à jouer sur la Madeleine de Proust. Pour moi, il y a ce côté où ça coûte cher et il y a aussi, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est dans un monde, on va me dire, ça existe depuis longtemps, mais j'ai l'impression qu'on est dans un monde où on doit tellement rendre de compte à des investisseurs ou à des actionnaires et des choses comme ça, à qui on doit toujours donner plus, etc., que c'est compliqué. Il y a un monde, il faut le savoir, où Amazon, à une époque, filait rien à ses actionnaires. En fait, Jeff Bezos, dès qu'il recevait l'oseille de ce qu'il arrive à gagner, il faisait tout tapis. Et c'est un monde, je pense, qu'aujourd'hui, qui pourrait plus exister. Je pense qu'il y a une boîte qui se comporte comme ça aujourd'hui, elle se fait terminer. Je sais pas, tu vois, en vrai, si tu prends un peu du recul, alors je te parle pas de 2026, mais si tu prends un peu du recul avec un Elon Musk qui crée Tesla qui reprend Tesla et qui le bouleverse sur un coup de tête, un SpaceX qui réussit à choper des contrats avec la NASA. L'homme le plus riche du monde, tu veux dire. Pour moi, cette personne-là, pour moi, c'est lui qui peut se permettre d'être. Ouais, mais parce que c'est une exception. Mais justement, je trouve que même des boîtes comme Apple qui pèsent 4000 milliards de dollars. Alors, Tim Cook l'a stratosphérisé cette boîte. Il n'empêche que c'est une entreprise qui ose sur certains trucs en disant par exemple, on dégage Intel, on va faire nos propres composants, etc. Mais encore une fois, c'est des cas isolés sur une dizaine d'années. Ouais, et c'est amené sur une stratégie qui est quand même mûrement réfléchie. Bien sûr. En plus, quand ils le font, si tu regardes bien, Apple, je pense que c'est pas les actionnaires qui dictaient à Apple un peu la manière dont ils doivent faire les choses. C'était qu'Apple, il avait tellement une aura que Apple pouvait dire aux actionnaires, ne vous inquiétez pas, on va faire ce move, mais ça va bien se passer. Et les actionnaires, ils étaient tellement un peu en confiance avec les iPhones qui performaient de fou, les iPods même à l'époque où ça performait de zinzin, iTunes qui venait un petit peu quand même révolutionner tout ça. Là, c'était un peu les actionnaires, ils étaient en mode ok, s'il le dit, c'est que c'est bon. Je serais pas aussi catégorique. Des grosses boîtes comme ça qui ont un actionnariat aussi important, je pense que quoi qu'il en soit, quand tu as des trucs qui flopent, mais Apple était à son prime, tu vois. Alors là où je te rejoins, c'est que potentiellement, vu que les iPhones sont une bonne base et ils savent qu'ils en vendent des pelletés tous les ans. En 2025, c'est 400 milliards de dollars de chiffre d'affaires rien qu'avec les iPhones. C'est 100 ou 200 milliards de dollars juste avec les services. C'est 100 milliards, 103 milliards, je crois, rien qu'avec les services. Donc, ils ont une bonne base, ce qui veut dire qu'ils peuvent se tenter sur des produits comme le Vision Pro, où on sait que, par exemple, au premier trimestre 2025, c'est 45 000 unités vendues. C'est très peu. C'est un produit de niche en même temps, qui est hors de prix et qui a en plus subi une augmentation. Mais tu vois, pour moi, même l'Apple Vision Pro, on peut le dépeindre comme un échec ultime. Mais quand tu regardes le prix où il était vendu au nombre d'unités, ça fait un beau billet. Je dis pas que. Ça fait un beau billet. Je dis pas forcément que c'est un échec. Après, les gens ont leur propre jugement. Ça dépend, parce que est-ce que c'est un échec commercial? Est-ce que c'est un échec parce que technologiquement parlant, c'est un produit qui est fou. Il n'y a rien qui, pour l'instant, arrive à ce niveau-là. Donc, l'échec, ça dépend de la perception. Je pense que c'est un échec pour moi plutôt d'expérience utilisateur, dans le sens, quand je dis ça, c'est plutôt dans le sens qu'ils ont vu trop beau et que, par exemple, c'est ce que tu disais toi-même, mettre le casque, c'est lourd. C'est ce côté plutôt là où ils ont déçu. Sinon, pour tout le reste, on l'a bien vu, tu vois, Vision OS, c'est quand même pas dégueu. Et puis la technologie, spatiale, en fait, elle est dedans, elle est dingue. Les gens, quand ils mettent le casque, jamais ils te sortent, ils te disent
Ouais, bof, non. En général, tout le monde est un peu conquis, mais tout le monde en ressort en mode ouais, c'est super, mais c'est genre j'aime bien chez les autres, mais pas chez moi parce que trop lourd, trop machin. Bah, disons trop qu'il manque isolant. l'expérience grand public Oui. et en ça, il y a la notion de poids, il y a la C'est ça. notion confort. d'accessibilité, de prix, etc. C'est ça. Mais ce qui est sûr qu'aujourd'hui, je trouve qu'on manque cruellement de nouvelles initiatives et en ça, et c'est un gros débat, c'est l'IA. Cette putain d'IA qui traîne partout, qu'on scoltine dans tous les trucs en disant « Ah non mais attendez, je vais mettre un nouveau software avec intégré une IA. » Mais- Et donc en fait, tout le monde est focus là-dessus parce qu'effectivement, on peut pas passer à côté. L'IA, c'est partout et c'est censé être Ouais. omniprésent. Mais du coup, l'IA change complètement les règles du jeu. Bah, le truc, c'est que en fait, c'est un produit qui couvre tellement de strates de pans sur l'existence humaine. Tu sais, je vais te dire, l'Apple Vision Pro, c'est la promesse d'un monde immersif, de vivre des expériences de zinzin, de machin. Quand on parle d'IA, on dit aux gens, bah, c'est peut-être le truc qui va régler le réchauffement climatique. C'est des gens comme Poutine qui disent, le mec qui maîtrisera l'IA, il maîtrisera le monde. Tu vois, genre, on atteint un niveau de criticité. C'est d'ailleurs très drôle parce que, en fait, c'est marrant, ce que vous appelez la bulle, ce que moi, je ne considère pas vraiment comme une bulle. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais, entre guillemets, ce que vous considérez comme une bulle, on le voit même que les entreprises, on sent que, j'ai l'impression, les investisseurs et les entreprises, elles se lèvent un matin en se disant, tu sais, elles arrivent, elles font, bon, là, il y en a ras le cul de mettre de l'oseille dans l'IA, de payer des trucs dans l'IA. Là, c'est bon, ça me saoule parce que les entreprises disent souvent, on n'a pas le retour sur investissement qu'on veut, c'est-à-dire en termes de productivité, je ne parle pas en termes d'oseille, mais ils se disent, moi, je mets des IA partout dans mon entreprise, j'ai pas l'impression que ça va 10 fois plus vite, j'ai pas l'impression que les gens, ça rend les gens mauvais, très bons dans leurs tâches de tous les jours, etc., etc. Et au final, quand ils arrivent en mode déterminé en disant, bon, voilà, si j'ai OpenAI devant les yeux, je vais leur dire droit qu'ils vont aller se faire cuire le cul parce qu'il y en a marre. Quand ils arrivent, le problème, c'est que OpenAI, ils arrivent, ils disent, ouais, on vous a pas dit, nouveau modèle. Et là, le nouveau modèle, c'est pas un compagnon IA qui va accompagner vos salariés, c'est 10 compagnons d'IA. C'est on va régler vos problèmes de comptabilité, on va régler vos c'est beaucoup de problèmes. promesses. C'est beaucoup de Et les gens, en fait, à chaque fois, ils retombent en disant, ah, est-ce que c'est le moment de se dire, je retire mes billes? Ou est-ce qu'on est à deux doigts, tu sais, du truc que dire, bah, si je retire mes billes et que c'est le moment où ça pète, mais dans le sens ça pète, genre la technologie, elle devient Huge, incroyable, bah, les gens, ils vont se dire, ah bah, j'ai retiré mes billes trop tôt. Il y a toujours cette... En fait, le problème, c'est qu'il voilà, il y a ce côté narratif où en fait, les boîtes d'IA, elles nous tiennent un peu par les bourses. Et en fait, les gens, ils ont peur. C'est comme au poker, tu sais. C'est genre, je fais tapis ou pas, tu vois. Pour moi, il y a un problème qu'on n'a pas évoqué là-dedans, dans toute cette introduction au forceps de fonctionnalités IA dans des trucs qui n'en ont pas besoin, c'est le fait que les investissements, il faut qu'ils aient un retour. Le fameux ROI et le retour sur investissement. Si aujourd'hui, tu payes un max pour acheter des tonnes de composants qui valent une couille pour construire des data centers, pour supporter tes trucs d'IA, etc., il faut des gens qui s'en servent pour générer du revenu, pour fournir de la donnée, pour entraîner tes futurs modèles, etc. Et pourquoi tu te retrouves avec du Copilot dans Paint, dans ton outil de capture d'écran ou dans ton bloc-notes, c'est parce qu'en fait, il faut rendre les gens dépendants à cette technologie pour qu'ils puissent avoir un retour. C'est aussi pour ça que c'est pas très cher. C'est ça. Et au départ, même, c'est gratuit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà. tu peux avoir plein de trucs gratuits. Tu vas être limité à un certain temps, mais à un bout d'un moment, tu vas te dire, ah putain, je m'en sers tellement que là, il faut peut-être que je passe sur l'abonnement payant. Et du coup, tu vas te rendre un peu plus dépendant parce que tu vas encore plus parler, parce que tu auras encore plus de tokens. Et du coup, petit à petit, ta limite, en fait, et ton habitude d'utilisation de l'outil. C'est un truc de crackhead. Hein. Là on est encore. Truc... Et d'ailleurs, on est encore dans la phase où, genre, même les abonnements sont encore accessibles et tout. T'inquiète pas que le jour où ils nous tiennent, ils vont commencer à grimper les prix. Et là c'est ce qu'a fait Netflix. Hein. Ouais. Si vous y croyez pas, regardez ce que le directeur je sais plus si c'est le directeur ou le fondateur de Mistral AI, il a dit que en fait pour lui l'IA ça devrait être vendu comme une technologie qu'on aurait raffinée. C'est-à-dire que le pétrole tu le vends pas tel quel, tu le raffines, t'en fais du plastique, t'en fais du gasoil, t'en fais de l'essence, tu le vends après. Et ben en fait pour lui l'IA c'est pareil, c'est-à-dire que plutôt que de vendre juste de l'électricité etc, faudrait vendre la tokenisation, donc la fourniture des modèles comme un produit qui a été raffiné. Par rapport à ce dont on parlait juste un petit peu avant sur tout ce qui est actionnariat, etc., est-ce que vous savez quelle société a une structure légèrement différente et qui est relativement anormale comparée à certains autres gros studios, notamment de jeux vidéo? Spoiler, j'en parle toutes les semaines. Ubisoft. Valve.
Valve. Ah, Valve. Valve, sachez que c'est l'équivalent d'une SARL en France, donc ce qui n'est pas du tout une société cotée en bourse, donc les résultats sont privés, etc. C'est détenu en grande majorité par Gabe Newell et quelques employés en interne. C'est une société privée, ils n'ont pas fait d'IPO. C'est ça, ils sont privés. En fait, ils ont toujours le vœu de Gabe Newell, c'était de refuser de faire de la croissance en vue d'un rachat par un plus gros studio ou quoi. Ce qui fait que, en fait, le fait que il n'y a pas de conseil d'administration externe, enfin, il n'y a pas de conseil d'administration tout court en dehors des salariés qui, eux, ont, entre guillemets, des parts dans la société, mais qui ne sont pas vraiment des actions, vu que les actions, il faut une société à actions, ce que n'est pas Valve. Ils ont un pouvoir décisionnaire dessus. C'est toujours Gabe Newell qui est le décisionnaire, vu que lui, c'est celui qui a la majorité des actions, mais ça laisse une grande autonomie à la boîte, notamment dans ses décisions créatives. Et en plus de ça, ils ont une structure relativement plate. Tu as 2-3 employés qui ont de l'influence, mais tu n'as pas de manager de BU en mode toi, le marketing, tu fais ça. Gabe Newell, ce seigneur. Mais tu sais que lui, toujours, c'est le sang. Lui, il vieillit, quand il va mourir, c'est sûr qu'il a fait un truc en mode une quête légendaire à remplir pour pouvoir prendre la direction de Valve. Tu parles de Ready Player One, là ? Je sais pas. Ça serait fou. Ça serait il y a une direction en tout cas que l'IA. Pardon, je te laisse terminer ta phrase parce que c'était terminé. J'ai fait une tacle glissée. J'allais fabuler sur Gabe Newell, mais je pense que ça va être. Je pense que ça va être un événement traumatisant le départ du fameux Gabe Newell pour le monde du jeu vidéo, parce que pour moi c'est le porte-étendard du divertissement ludique numérique pour la plupart des gens, et c'est l'un des derniers bastions sur ce qu'il est possible de faire pour pas baiser le consommateur qui veut jouer à un prix relativement accessible encore. Il va avoir un enterrement à la Johnny, mais à l'international. Mais mec, son enterrement c'est pire que Michael Jackson, je te le dis. Hein. Le jour où ça arrive, faut pas qu'on ait un épisode de Bubble. Mais je fais un jour férié, moi je veux le jour férié Gabe Newell. Je vais me l'instaurer dans mon entreprise. Le jour où, écoutez-moi bien, le jour où il y a l'enterrement de Gabe Newell, sur le podcast, on fait 1 minute de silence de bout en bout. Je m'en fous si ça trouve l'épisode, si ça trouve. C'est dans les veines, quoi. Allez, écoute, on va faire ça. Il y a un domaine, évidemment, dont on parle très souvent à cause de l'IA, et c'est notamment pour ça qu'on a voulu enregistrer cet épisode, c'est la crise de priorité. L'IA est en partie responsable de cette crise de composants qu'on vit. Alors, on peut faire un léger rappel sur la crise qu'on a eue en 2020-2022, justement, avec les semi-conducteurs, qui a vachement touché le domaine de l'automobile. Ouais. Et ça a été une sorte de pandémie qui a, du coup, provoqué un petit peu la suite. Tu te rappelles de l'anecdote folle où il commençait à ressortir des écrans, ils mettaient plus d'écran dans les voitures aussi, ils mettaient des trucs à aiguille à un moment, tellement c'était tellement c'était la merde. Ils avaient besoin de plus. Sauf que c'est forcément il y a un truc hiérarchique. Oui, en fait, les gens, avec aussi la pandémie, le Covid et tout ça, ne se déplaçaient plus en voiture, donc n'achetaient plus des voitures. Donc les entreprises ne demandaient pas des puces pour ça. Et ensuite, dès que ça a repété, que les gens ont recommencé à vivre, le pouvoir d'achat a un petit peu évolué et les gens ont voulu éventuellement s'acheter des voitures. Que les usines elles repartent aussi. Et voilà, le temps que les usines repartent, en fait, il y a d'autres personnes qui s'étaient placées sur ces composants et plus le domaine de l'automobile. Là, vous savez l'estimation qu'a fait Deloitte sur justement les puces, combien sont estimées les puces pour l'IA générative ? C'est-à-dire combien sont estimées en termes de prix, en termes de quantité ? En termes de prix, en termes de dollars, enfin en chiffre d'affaires en 2026, pardon. De chiffre d'affaires, ça doit dépasser le milliard, je pense. Je pense. Si pour la construction de tous les data centers et tout, en vrai, j'aurais dit un petit 15 milliards. 15 milliards. Ouais. 15 milliards. Ouais, j'aurais dit 15 milliards. Tu dirais quoi, Mathieu ? Moi, je partirais très très loin. On parle de worldwide, sur toutes les... Worldwide. Ouais, ok. 2026. Moi, je partirais en centaines de milliards. Hein. Ah, peut-être plus, ouais. Écoutez, Deloitte estime que les puces liées à l'IA générative pourraient approcher 500 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2026, soit environ la moitié du marché mondial des semi-conducteurs, tout en représentant moins de 20 millions de puces, dont une fraction infime du volume total. Voilà. Sachant que ça touche du coup la DRAM avec, on parlait de la mémoire vive qu'on peut retrouver dans nos téléphones, nos ordi, nos consoles, la NAND,
Nande, c'est La Nande, c'est c'est le la plus stockage SSD. flash. Ouais, on dit C'est la la Nande mémoire- aussi. Mémoire cache de tes. La Nande. Ouais. J'avais jamais vu ce truc-là, mais en tout cas, Des c'est RAM, les- des c'est RAM, les- des RAM et Nande, c'est des technologies de cache principalement utilisées sur les SSD. Ok, mais notamment. en tout cas, c'est ça. T'as ça, 128 Go. tu dois sûrement avoir aussi les HBM, les les High Bandwidth Memory ou Ouais. HMB. je C'est sais les plus, fameuses RAM qui sont optimisées, qui sont utilisées dans l'IA parce que c'est des mémoires très véloces, très rapides. très rapides, utilisées dans exactement. les cartes graphiques, qui sont en fait le premier truc sur lequel tous les data centers IA se sont jetés. Et c'est d'ailleurs ça ce qu'a fait toutes les boîtes. Donc comme on disait, c'était Samsung, SK Hynix que j'avais perdu dans l'épisode juste avant et que j'ai retrouvé, et Oui. Micron qui ont arrêté de faire de la RAM dite standard, tu vois, de la fameuse DDR4 et tout, pour faire de la HBM à pleine balle pour les boîtes d'IA. Parce qu'on a tendance à oublier que oui, l'IA effectivement est une sorte de logiciel, tu peux discuter avec elle, un chatbot machin, mais derrière, c'est du silicium, c'est des GPU, c'est de la mémoire très haut débit, du stockage, des câbles, etc. Bah, en fait, des toi, data centers. tu l'as sur Donc, ton téléphone, tu as un chat, mais en fait, il faut bien que ce calcul il se fasse quelque part. Voilà. Et ce calcul, il est exécuté dans Mais des gros tu data sais, centers. quand tu fais la liste de tout ce qu'il y a, tu te dis, mais Mais mec, tu on sais a tendance que à l'oublier, quoi. il y a Sans ce parler de l'électricité, pardon, du foncier, Ouais. des data centers en eux-mêmes, qui De l'eau juste pour les refroidir. pour les refroidir. Ouais. Il y a ce fou quand même, je vais le citer parce que c'est lui qui l'a sorti. Game de- Newell. Non, de Léo Tech, C'est mon Léo fou, ça, je partage Techmaker. pas. hein. L'autre fou de Léo Techmaker qui dit qu'à un moment, il se pourrait qu'il y ait une inflation au niveau des câbles. Mais oui, mais ça Tu m'étonne vois pas. Parce que là, les gens, ils sont au taquet, tu sais, et il y en a, ils essaient de trouver le prochain move sur lequel investir, tu sais, pour mettre tes billes dans des investissements pour avoir un retour, justement, sur cet investissement. Et il y en a un qui dit, potentiellement, je sais, nos câbles USB qui vont coûter une blinde parce qu'on sera trop occupé à faire des câbles pour les data centers. Tu vois, en fait, ça va descendre, l'échelle, elle va descendre. Les câbles en cuivre, ça, j'y crois moyen. Par contre, la fibre, potentiellement, parce que la fibre, à l'inverse, c'est utilisée dans les data centers. Aujourd'hui, il n'y a plus de fil de cuivre dans les data centers, si ce n'est pour conduire l'électricité. La mais- fibre noire et tout ça. C'est j'ai la entendu fibre parler de ce noire. truc, ouais, c'est un truc de fou. Et pour l'anecdote, vous savez combien représenterait, alors j'ai le chiffre de 2024, mais la consommation électrique mondiale des data centers? Ouais, là, c'est. J'ai une anecdote là-dessus. du je crois. milliards de gigawatts, Marty, je saurais pas dire. Je sais pas, mais J'ai en pourcentage. je sais plus. Ah. J'ai entendu un truc où genre ça représentait l'équivalent de la consommation du Japon. Et d'après l'Agence internationale de l'énergie, les data centers représenteraient environ 1,5% de la consommation électrique mondiale ouais. en 2024. Ouais. Mais 1,5%. Ça En paraît, 2024, ça paraît sachant peu, que sachant que là, aujourd'hui... Non, mais de toute façon. Aujourd'hui, tu dois être à un bon 2%, je pense. hein. Il y a Ah oui, tellement oui, mais de d'investissements toute qui ont façon, été et faits. c'est le prochain sujet parce qu'on parle souvent des milliards adossés à l'IA. On parle très peu, souvent, enfin, dans les cercles non initiés, on parle très peu des conséquences sur l'énergie. Tu sais que là, en ce moment, il y a des boîtes Microsoft et tout, qui rachètent des centrales nucléaires. Oui. Et des centrales nucléaires, genre comme si toi Tchernobyl. t'achetais... Genre fatigué. Toi, t'achetais, ouais, fatigué, comme si toi, t'achetais un produit d'occasion qui a un bras qui tombe un peu sur le bon coin, et ils disent non, on l'achète quand même, c'est pas grave, on va C'est même pas rafistoler ça. C'est comme si tu achetais une grange dans la campagne dans laquelle il C'est ça. y avait des poulets, il y a encore du caca sur le sol, et que toi, tu dis non, mais t'inquiète, moi, j'ai Je vais en juste faire un besoin labo. j'ai besoin du châssis du truc, le reste, t'inquiète, ça marche pas, je m'en fous, je vais réparer. En t'inquiète. tout cas, les mecs, ils sont prêts à mettre des rustines dans des trucs où on leur dit non, mais c'est obsolète de fou. Et c'est pas grave, on a besoin. On en est à ce niveau-là de l'énergie. Ça va poser un problème. Alors finalement, le nouveau luxe technologique, est-ce que ce serait pas forcément l'objet, mais l'absence de compromis? C'est-à-dire que Mathieu, tu le disais un petit peu au début, on va peut-être avoir des smartphones qui vont sortir, au lieu d'avoir 12 Go de RAM, on va en avoir 8, parce que on atteint un plafond, et si tu veux avoir le très premium et le sans compromis, en fait, il va falloir avoir les moyens pour pouvoir investir dans ces produits. Alors, il y aura toujours des prix bas sur certains composants, sur certains PC, smartphones, etc. En ce moment, Mais- par exemple, je te donne un exemple. Les écrans, ça n'a jamais été aussi un bon plan que d'acheter des écrans de PC. En ce moment, les prix sont bons. Ah ouais Ouais, Ok, Voilà. écoute, C'est un des- je vais l'info, on la c'est l'info, je vais la Exactement. garder très précieusement. exactement. Mais ouais, est-ce que le luxe technologique pour vous sera pas forcément visible, mais plutôt dans l'absence de frustration finalement? Moi, j'ai envie de voir un truc déjà. Ça paraît un peu hors sujet, mais ça revient à ton propos, je trouve quand même. Moi, déjà, le truc que je suis impatient de voir, c'est quid de l'événement d'Apple qui va être très intéressant à aller voir quand ils vont annoncer les nouveaux iPhones et les nouveaux prix. Parce que j'ai envie de savoir jusqu'où les consommateurs et les fans d'Apple ils sont prêts à aller en termes de dinguerie. Il faudra voir. Donc, normalement, c'est censé. L'augmentation elle est censée se mettre là. Donc là, pour moi, déjà, il va y avoir un premier test psychologique. C'est genre jusqu'où
un fanboy d'Apple, il est prêt à craquer pour un produit. Ça va être intéressant, sachant qu'en plus, tout s'aligne au niveau des mauvaises nouvelles chez Apple sur les planètes, puisqu'il y a le pliant qui devrait arriver. Et du coup, déjà qu'il était de base censé être cher, parce que pliant, parce que Apple, parce que innovation, oui, et puis le premier avec un écran où on verrait pas la pliure, etc. Ça c'est pas encore fait, mais on verra. Moi, je vois bien aussi, en plus, tu sais, Samsung les tacler là-dessus, parce que c'est eux qui font les écrans. Et on voit que Oppo aussi est un peu dans ce move-là d'avoir des écrans, on voit presque plus la pleure. Mais quoi qu'il en soit, j'ai envie de voir où sont prêts à aller les gens. Est-ce qu'ils ont une limite ou est-ce qu'ils sont no limite? Après, je pense que tu as raison. Il y a un gros sujet qui est fait normalement du côté de chez Google, notamment du côté d'Android 16, qui a déjà un petit peu prévu le sujet et qui fait tout pour essayer de tourner au mieux avec le moins de RAM possible. Mais on l'a vu même chez Apple pendant la WWDC où justement, sur les anciens matériels, on va pouvoir justement mieux gérer via le software les répartitions des charges et des applications qui vont tourner, des fonctionnalités aussi qui vont tourner justement pour alléger tout ça et quand même supporter les anciens modèles. Donc c'est vrai qu'on voit une certaine tendance là-dessus. Ouais, après Apple, je trouve que c'était beaucoup leur fer de bataille, ça, d'arriver à faire tourner leur OS sur vraiment des specs qui étaient vraiment pas géniales. Ça s'est vu surtout à l'époque de l'iPhone 5C, moi j'en ai un souvenir. Mais là, ils ont vraiment passé une étape supérieure. A priori, j'ai pas testé, alors on verra avec iOS 27 en septembre et un iPhone 11 par exemple, parce que c'est le dernier, on peut le dire comme ça, à être supporté. Mais est-ce que ça tournera bien ou pas? Et tu sais, même l'histoire de la batterie, tu te rappelles le fameux drama qu'ils avaient eu sur la batterie, où ils avaient baissé volontairement les performances de la batterie pour les vieux iPhones. Je sais qu'en fait, le procès qui avait été fait à Apple, c'était pas la démarche, parce qu'ils avaient fait une démarche qui était dans la préservation justement des anciens modèles. Normalement, là-bas, c'était presque un truc qui était un bon move pour les consommateurs. Le truc qui n'avait pas été apprécié, c'est qu'ils l'avaient fait en catimini, qu'ils n'avaient pas communiqué, et c'était ça qui avait un peu foutu la merde. Moi, pour entrer dans cette nouvelle ère, pour essayer d'imaginer, c'est un peu cette nouvelle ère qui va un peu dans le propos que tu dis, j'ai l'impression quand même qu'on va arriver à un nouvel arc, on va dire, narratif, qu'il y a des gens qui vont se plier un peu à la volonté du marché, exactement, du marché, et qui vont dire tant pis, je vais acheter cher parce que j'aime trop l'innovation, que j'aime trop ça. Et aussi, ils vont essayer de se rassurer. On va entendre, je pense, beaucoup de gens qui vont dire, qui vont se faire traiter de pigeons, typiquement des gens qui vont assumer, qui vont de manière ostentatoire dire ce qu'ils ont acheté. Et il y en a qui vont les traiter de pigeons et d'autres qui vont dire non, là, je vais l'acheter cher, mais c'est parce que je veux faire un investissement qui va durer plus longtemps dans le temps. Je pense qu'il y a des gens qui vont s'auto-persuader de ça, mais en fait, c'est juste parce que c'est des craquettes de l'innovation et c'est pas moi qui irai leur faire un procès là-dessus. Mais pour moi, c'est un des premiers piliers justement pour contrecarrer cette éventuellement hausse de prix, c'est que tu vas acheter moins souvent, mais tu vas acheter mieux. Et généralement, alors, acheter mieux, je m'entends, sur des produits qui valent le coup, pas forcément des produits où tu te dis oui, ça coûte cher parce que ça coûte cher, parce que la marque, le luxe, etc. Non, là, je te parle vraiment d'un produit où tu peux justifier le prix. C'est comme l'exemple du mec qui dit j'achète pas beaucoup de viande, mais quand j'en achète de la bonne chez le boucher parce que. Tout à fait. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, vous trouvez qu'on est dans une situation qui est différente du point de vue du consommateur comparé à celui du marché du smartphone d'il y a 3 ans ou 4 ans. Pour moi, c'était déjà la démarche, en fait. Donc, pour moi, ça va juste creuser des inégalités avec ceux qui ont la capacité, le pouvoir d'achat, de pouvoir se faire plaisir en achetant ces produits-là. Et le fait que les gens qui, aujourd'hui, pour 300 €, enfin, à l'époque, pour 300 €, pouvaient avoir quelque chose de tout à fait correct avec des marques comme Xiaomi, OnePlus, certains Samsung, pourquoi pas, Realme, pouvaient s'acheter des smartphones qui étaient relativement décents en termes de performance et de specs, vont juste se retrouver pour le même prix avec du matériel qui est moins bien pour un prix qui est équivalent parce qu'il a fallu faire des sacrifices sur ce qu'on est en capacité de fournir pour ce prix-là pour que juste ta marque subsiste, tu vois. Je suis assez d'accord. Je pense que le très premium, le très luxe, comprenant Samsung, Apple, toutes ces marques-là, vont moins être impactés dans le sens où dans tous les cas il y a déjà des aficionados, c'est des gens qui sont prêts à payer, quitte à dire j'achète un produit 1200 balles mais dans tous les cas je vais l'acheter sur 6 ans donc ça va me coûter genre 200 € par an. Et qui ont des segments de gamme très larges avec les S pour ceux qui veulent de la performance et les A pour plutôt l'entrée de gamme avec juste un smartphone. En revanche, justement, tu parlais d'EA, je pense que ces produits-là, plus produits d'appel, plus entrée de gamme, même si je mets des guillemets là-dessus, parce que ça reste quand même conséquent, même les Nothing, les trucs comme les marques comme ça, qui se veulent justement un peu
flagship killer, comme on pouvait le dire, d'un OnePlus à l'époque, destructif, je pense que c'est eux qui vont vachement perdre dans l'équation parce qu'effectivement, les composants augmentent, ils peuvent moins faire de marge, donc soit ils tapent dans leur marge, sachant qu'ils en font pas beaucoup. Il faut se rendre compte que des téléphones comme ça vendus sur le pouce, les fameux flagship killers par exemple dont on parlait à une époque, les marges étaient très serrées. Non mais t'as raison, en fait ce que t'es en train de dire, moi c'est ce que j'observe dans les articles que je lis au quotidien, où en fait on nous dit que le premium va morfler un peu mais va globalement tenir, parce que justement avec tout ce que tu as énoncé comme argument qui est totalement vrai, et par contre c'est ceux qui sont à la marge qui justement eux vont être complètement en galère, et on se rend compte quand on dit à un consommateur qui achète du premium, on lui dit bon bah ton produit va prendre 100 ou 200 euros de plus, il boude, mais en général il achète parce qu'il a le pouvoir d'achat en disant, il a quand même le pouvoir d'achat pour se dire bah allez, je vais pas me refuser ce plaisir là, je vais mettre les 100 ou 200 euros. Par contre quand tu dis à des gens, souvent rappelle-toi, tu sais, tous les gens qui viennent nous voir et qui nous disent salut, je vais acheter un smartphone, j'ai un budget de 350 euros, 400, et moi j'essaie souvent de leur proposer un produit qui est à 450 euros parce que j'estime qu'il y a un niveau psychologique au niveau du prix. Et puis surtout, il faut généralement, dans ce genre de truc, acheter un tout petit peu plus cher pour avoir un truc qui va durer beaucoup. Exactement. Parce que et ça, les gens, ils ont du mal à le percevoir. Mais il y a une différence de fou entre un smartphone à 300 balles et un smartphone à 400 balles, dans la mesure où il y en a un qui va devenir obsolète beaucoup plus vite, et des fois, juste rajouter ce petit truc au bout peut tripler l'espérance de vie de ton produit. Et puis, tu accèdes à des gammes, comme on appelle toujours, je reviens sur ce truc-là, le fameux flagship killer, où t'en trouves pas à 300 balles des flagship killers. Bah, t'en trouves à 400, 450, 500 pour la plupart. Maintenant, ouais. À l'époque, t'avais quand même Poco qui faisait des trucs à 300, je crois 320, 330. T'avais le F1 qui était... non, le P1, je crois. Je dis peut-être F1, je crois, non ? Le premier, c'était le F1 ou le P1, je sais plus. Peut-être le F1. Qui, à ce prix-là, juste éclatait tout le monde, c'était fou. Mais imagine, toi, donc, ces téléphones qui prennent juste 50 à 70 euros de plus, c'est ce que j'entends là en ce moment du côté de chez Xiaomi, qui disent que ces fameux produits-là, les fameux Redmi Note, etc., vont prendre 50, 70 balles de plus. Ils vont franchir une barre psychologique. Il y a des gens, tu leur dis, ouais, si tu rajoutes 50 balles, ils disent, non, mais c'est mort, je t'ai donné mon max, après, je peux pas ou je veux pas. Je mange pas si jamais je prends ce truc-là. Il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, on est un podcast qui est centré tech, mais globalement, l'évolution du marché aujourd'hui, elle est pas... Enfin, comment dire, elle est très compliquée, pas que pour la tech, dans tout ce qui est nourriture, dans l'énergie, que ce soit dans le domaine médical. Tout augmente, et aujourd'hui, on est dans une voilà. on est dans une comment dire, dans un état de j'allais dire la crise, mais en vrai la crise, moi on m'en parle depuis que je suis né, donc je vois pas vraiment la différence, si ce n'est depuis que je suis autonome et que je paye mes impôts et que je me suffis à moi-même, entre guillemets. Ce que je voulais dire par là, c'est que quand tu compares le vase entre l'inflation qui va peut-être se transformer en récession et le fait que d'un côté tu as des crises comme ça qui sont déclenchées par des trucs dont la plupart des gens en vrai s'en foutent un petit peu, c'est-à-dire qu'on leur parle d'IA. C'est une répercussion qu'ils ne maîtrisent pas et qui s'en fichent. Et qui sont, comment dire, ils doivent se sentir aliénés, ces gens, par ces trucs-là, parce qu'en fin de compte, nous, on a un podcast très tech. On est des gens passionnés par la tech. Donc, ce qu'on vous véhicule aujourd'hui, les bons comme les mauvais côtés, c'est des choses qu'on voit au quotidien et même on s'y intéresse. Il y a des gens qui... ils en ont rien à battre. L'IA, ils en entendent parler. Le plus près qu'ils ont approché, c'est des générations de vidéos de cons sur Facebook. Oui, générer 100% par IA, ou faire un prompt à la limite sur ChatGPT parce que ton petit cousin l'a testé. Ou alors parce qu'ils ont vu comment dire, leurs petits-enfants regarder l'île de la Skibidi Tanta Fruit et ils n'ont pas été plus loin que ce truc-là. Et cette réalité-là, elle est importante à prendre en compte parce qu'ils sont tributaires de tout un tas de changements qui s'en foutent. Je veux dire, le fait que tu aies un mec qui ait fait un truc qui parle de manière un peu humaine fait qu'aujourd'hui, tu n'as plus assez ta facture d'électricité est tellement chère que tu peux plus te chauffer. Et généralement, ces personnes-là, cette typologie de personnes dont tu parles, finalement, cette classe sociale est vachement impactée parce que
on en parlait, c'est les smartphones qui sont moins chers, qui potentiellement pourraient les intéresser, qui vont être vachement répercutés, en tout cas touchés par ça. C'est des gens qui n'y connaissent rien et qui achètent au moment où ils n'ont plus le choix, c'est-à-dire au moment où le smartphone qu'ils ont déjà depuis 7-8 ans juste ne répond plus ou est cassé. Ou alors c'est une question d'envie. Enfin, c'est très rare. Je suis en train de réfléchir sur le côté classe sociale, etc. Il n'y a pas de dénigration dans tout ça, c'est juste un fait. Non. Effectivement, tu peux choisir d'acheter un téléphone. C'est un outil, c'est pas un plaisir en fait. Voilà, mais c'est ce que je veux dire, c'est que c'est pas un genre, oh, il y a une nouvelle fonctionnalité qui me plaît. C'est putain, le mien, il fait plus le boulot. Il fait plus le job, donc il s'allume plus ou il s'éteint à 30% de batterie. Tu vois. Et ça reste effectivement un levier, c'est de refuser les configurations trop justes, donc investir un tout petit peu plus et voir ce que ça peut donner. Pour regarder un petit peu le marché du milieu de gamme et tout, j'ai l'impression qu'on n'est pas encore dans l'œil du cyclone. C'est-à-dire que là, s'il y a eu des augmentations, je les trouve très timides. Dans le sens où, je te prends un exemple, j'ai testé le Realme 16 Pro Plus, qui est un téléphone qui était vendu peut-être 500 et quelques balles. Et là, les gens, ils le trouvent à 360 €. Et là, je leur dis, bah vas-y, à genre 12 Go plus 512 Go de stockage. Et là, j'ai envie de dire, putain, mais moi, j'arrête pas de constater, de lire des choses comme quoi la crise de l'IA, elle est là et que la RAM et tout, on appelle ça la Ramageddon, donc le jeu de mots avec Armageddon et RAM qui est là et tout. Et honnêtement, là, pour l'instant, je l'aperçois pas de ma hauteur à de vue. Attention, ça veut pas dire que ça n'existe pas. Mais j'ai l'impression que le pire, il est encore à venir. Et pour en revenir à ce que tu disais, je pense que, et ça va faire un petit segment par rapport à ce que tu étais en train de me poser comme question, je pense que si ce mal, il est à venir, et ben justement, on va arriver donc à cette catégorie de gens premium qui disent « moi, je continuerai d'acheter du premium » et des gens qui vont commencer... Alors, il y a des gens, malheureusement, qui, eux, qui n'ont pas l'œil dans la tech, hein, qui font d'autres choses dans la vie et qui ont bien raison, mais des gens qui n'ont pas envie de s'y verser. Oui, qui n'ont pas envie de suivre et tout ça, qui, eux, vont se prendre peut-être des douilles avec la fameuse shrinkflation, tu vois, qui ne feront pas la différence si le tel, il a 12 Go, 8 Go, ou qu'on va essayer de leur vendre même une douille à 4 Go de RAM. C'est ce que j'ai lu, qui n'est toujours pas encore arrivé. Moi, je regarde, je n'ai pas encore vu ça arriver. Le port SD qui revient, ça, je ne l'ai pas encore constaté. Mais il y aura ce truc-là qui va peut-être un moment faire en sorte que nous, en tant que créateurs de contenu, on aura peut-être un devoir, ou en tout cas, on pourra s'attribuer une mission d'utilité publique qui est le système D. Et je pense qu'il y aura peut-être, si vraiment on va rentrer dans le dur de cette crise, on devra développer toute de l'ingéniosité comme on l'a su parfois faire dans certains moments de crise, où on a su faire bien, ou en tout cas on a réussi à pallier, on va dire, le fait que des produits deviennent inaccessibles en étant malin avec des gens qui vont bidouiller des trucs dans leur coin sur Reddit ou sur les réseaux sociaux. Il y a des trucs qui vont buzzer, dire tiens, j'ai fait cette astuce-là, et ce qui permet de, je sais pas, je vais te dire, je sais plus, j'ai plus d'idées à la con, mais là, avec la canicule, il y a des gens, ils mettaient des vidéos sur TikTok en disant comment rafraîchir une pièce sans ventilateur, sans clim ou ce genre de choses. Et je pense qu'on va arriver peut-être, et ça pour le coup, je trouve que c'est bien, c'est good d'avoir des gens qui vont se dire bah on va pas subir ce qu'on veut nous forcer à subir, c'est-à-dire la hausse des prix, et on va essayer de trouver modifier la tendance, techniques, moduler. des astuces qu'on va se partager entre nous pour peut-être essayer de mieux consommer et d'essayer de faire en sorte que on n'ait pas trop de frustration. Avant de terminer, vous voulez partager quelques petites astuces si vous en avez par rapport à ça ? Je sais que par exemple, il y a le reconditionné qui peut être un truc, la réparation. L'occasion, de manière générale. Hein, l'occasion, c'est souvent un peu d'investissement en temps. C'est discuter parfois avec des cybermargoulins qui. J'adore ce mot, je sais pas pourquoi. Non, le mot margoulin me fout de. Mais il y a des gens, en vrai, petit PSL. Petit message d'intérêt public. Les gens, quand vous postez des trucs sur le Bon Coin, sur les trucs là, Facebook Marketplace, que vous voulez, faites un effort là. Vos photos de cons qui sont prises floues, il n'y a aucune info dans la description. Faites un effort, quoi. Faites une recherche. En vrai. Il y a des fois, il y a vraiment sur ces annonces où les gens en ont rien à foutre comme ça, il y a des bons plans à choper parce qu'en fait, l'annonce fait tellement peu d'infos et fait tellement flipper que tu vas être un peu révulsé d'y aller. Et des fois, tu as juste des gens qui en ont rien à foutre, qui veulent se débarrasser du truc, un minimum d'effort, et des fois, tu peux gratter 50-60% du prix sans aucun problème. Ça m'est déjà arrivé à l'époque, dans le marché de l'occasion, de choper une carte graphique pour vraiment quasiment un Mac une fois. Un MacBook. C'était même pas un MacBook Pro, c'était juste un MacBook. Pour quasiment rien parce que les gens veulent s'en débarrasser, n'ont pas forcément l'énergie à mettre. Donc en vrai, il y a des bonnes affaires dessus. Discutez-en autour de vous. Si des fois vous avez des potes comme moi qui sont des crackheads, qui ont souvent du matériel qui tourne, qui peuvent vendre à pas trop cher, ça peut valoir le coup. Et de manière générale, être un petit peu curieux et un petit peu débrouillard, ça peut vous faire avoir des trucs un peu sympas. Je vous prends un exemple tout con, j'avais une tablette Lenovo qui avait une version d'Android qui était plus mise à jour.
un petit tuto sur Internet, un petit flash de RAM, et hop, c'est reparti comme en 40. La machine, elle repart vraiment propre. C'est des étapes un peu manuelles, c'est un peu de temps. Mais en fin de compte, tu as l'impression de revoir un matériel neuf parce qu'il fonctionne comme vie à un produit. Exactement. Tu fais revivre un matériel que tu ne regardais plus, en fait. Et tu vas retrouver de l'intérêt. Il y a aussi les boutiques, tu sais. Alors, on s'en fout, on est en podcast. C'est pas pour faire de la pub, mais genre les cash converters. Les cash converters, ces trucs. Pour les gens qui ont peur, tu sais, sur le Bon Coin, tu as des boutiques qui rachètent des produits à des gens. Alors, en général, quand tu revends un truc. Ouais, mais avec la crise qu'on vit, et je pense qu'il y a peut-être moyen que ce truc-là revienne en force. Peut-être. Souvent, quand tu cachent tous tes bons monnayés, cachent les trucs comme ça. Ou toi, quand tu vas revendre ton produit, tu ressors, t'as le seum, t'as envie de crucifier le mec en face de toi parce qu'il veut t'acheter ton produit 3 € pour le revendre 30. T'as vendu une PSP, t'es reparti avec 2 DVD, t'as trop le seum. Exactement. Donc ce genre de choses, ça peut être intéressant. Il y a aussi peut-être potentiellement pour les gens qui ne veulent pas donc avoir du matériel soit qui a été du matériel de seconde main, soit du matériel qui est un peu trop ancien. Je trouve que tu as peut-être maintenant c'est un vrai argument aujourd'hui pour regarder la location. Je regardais, ça peut valoir le coup. Next Mobile, Grover, tout ça, machin. Et j'ai regardé, tu peux t'en sortir pour des tels, finalement, où finalement, ça te coûte moins cher que si tu les avais payés plein pot neuf. Mais il me semble qu'il y a une grosse tendance là-dessus. Alors, maintenant, il y a tous les paiements en plusieurs fois, les locations, etc. Mais il me semble, les paiements en plusieurs fois. Et maintenant, il me semble que les locations vont de plus en plus arriver pour dire... faire un turnover, dès qu'il y a un nouveau qui sort, tu le remplaces comme on fait avec une LOA sur une voiture. Ouais, ou même les sociétés, c'est un truc qu'elles font beaucoup dans le sens où leur matériel, il est loué, il n'est pas acheté. Après, il est renvoyé soit chez un broker, soit chez la plateforme qui les a vendus, enfin qui les a loués de base. L'avantage, il y a un petit calcul à faire qui est tout con, c'est globalement, vous regardez le prix de l'iPhone si vous l'achetez plein pot, si vous achetez un iPhone, parce qu'en général, les gens, en ce moment, c'est plus vers l'iPhone que c'est un truc un peu rentable. Vous le divisez par, je sais pas, 12 ou 16 en fonction du nombre de mois où vous comptez le garder. Et vous faites le calcul avec la location, sachant que normalement, à l'issue de cette location-là, vous repartez sur un iPhone de nouvelle génération et vous regardez la différence de prix entre le prix d'achat et le prix de la location totale. Il faut bien faire attention avec ce genre de truc. Moi, ce qui m'effraie dans ce genre de truc, c'est genre, tu fais. Parce que tu l'utilises. Non, tu l'utilises tous les jours. C'est pas forcément le même le PT, le rayé et tout. Il faudrait bien lire les petites lignes pour pas se faire douiller. C'est un très bon point. Là-dessus. Ils peuvent vous avoir si jamais vous le rendez dans un état un petit peu, même des fois pas grand-chose. Mais c'est comme avec une voiture. Hein. Faut pas qu'il y ait de rayures quand tu le rends. Tu parlais justement de ces fameux. Achats d'entreprise, tu sais, par exemple, donc qui achètent des PC à l'époque, ils faisaient du leasing. Et ben, je trouve que ça, c'est une bonne aussi option pour aller piocher, tu vois, notamment avec la crise des composantes, s'acheter un PC. Alors, t'achèteras pas forcément le PC dernier cri, mais tu peux avoir des Dell, des Lenovo, des HP ProDesk et tout ça. Pour les boîtes qui se débarrassent du matériel ou les boîtes qui ferment, malheureusement, ça peut arriver. Quand elles se débarrassent du matos, t'as des moyens de choper des trucs, soit vraiment pas cher, soit des fois gratuit. Moi, j'ai récupéré une baie de serveur de data center gratuit quand ma boîte a déménagé. C'est même pas qu'elle fermait ou quoi, c'est juste qu'elle déménageait et que du coup, ils rachetaient le matos. Et par exemple, tu vois, pour beaucoup moins cher, tu peux te faire un NAS à la maison avec une machine comme ça ou juste faire une machine dédiée à de la production, ce qui peut aussi aider dans la détox digitale, tu vois. Ça veut dire que tu seras pas tenté d'allumer Steam parce que les jeux ne tournent pas dessus, mais tu pourras faire de la création, de la production à petite échelle. Tranquillou. Et même un petit PC de jeu, hein, parce que tu dis, tu pourras faire tourner des jeux. Il y avait des petits Dell Optiplex dessus. Tu rajoutais une petite carte graphique un peu comme ça si tu étais un peu bidouilleur. Tu te faisais un PC qui faisait tourner pas mal de jeux en qualité très correcte pour tu peux te faire un serveur Plex et tout ça. Tu peux te faire tout un tas de trucs. Il faut juste être un poil débrouillard. C'est un truc peut-être qu'il faudra qu'on garde de nos parents, là où aujourd'hui tu peux pas réparer une voiture comme homme il le fait, c'est ça. Il y a aussi, tu vois, on parle en ce moment aussi de la crise des consoles de jeux, typiquement. Ben là, c'est peut-être le temps de se poser la question du cloud gaming. J'ai regardé, t'as le fameux Xbox Game Pass, qui même si en ce moment les prix, c'est un peu le yo-yo parce qu'ils ont augmenté, puis après ils ont dit que c'était trop cher, ils ont redescendu. Mais en vrai, à l'usage, peut-être que ça devient plus rentable d'avoir un Xbox Game Pass que de dire je vais acheter une console et je vais devoir acheter les jeux qui vont avec. Pour l'avoir testé, c'est hyper efficace quand même. Alors, tu peux y jouer partout. T'as le Game Pass et t'as le cloud gaming. J'allais dire c'est quoi dont on parle parce que moi, autant Game Pass, je peux trouver un attrait dessus à se dire j'ai un abonnement et j'ai tous les jeux, je n'en possède aucun mais je peux jouer à tous tant que j'ai mon abonnement actif. Là où le cloud gaming, je suis bien plus modéré dans mes propos, voire quasiment contre, parce que tu as une forte dépendance à la qualité de ta co internet et la promesse est souvent rarement... Mais ça fonctionne pas mal. Hein. Moi, j'ai joué sur l'iPad pendant mon trajet
pour aller à Francfort. J'étais dans le train et j'ai joué à l'Xbox. T'as GeForce Now aussi qui fait aussi des propositions plutôt intéressantes. Parce que, encore une fois, c'est peut-être des solutions qu'on regarderait pas, mais que là, ils vont s'imposer un petit peu à nous, dans le sens de se dire, est-ce que j'achète? Pareil, pour le PC, tu vois, j'ai été voir Shadow. J'étais là en préparant cette émission. Tu sais que j'ai eu un bug. Je dis, attends, c'était quoi le truc là, machin. Mais c'est à qui de vous deux que j'ai filé le boîtier Shadow? Moi, il est dans mon décor, il est dans mon bureau. J'ai toujours le boîtier Shadow qui a été racheté par OVH Cloud. Je pense qu'il est mort et il est plus utilisable. Ah, je pense qu'il est plus utilisable du tout. Le truc est plus utilisable, ouais, le matos c'est plus utilisable. Mais par contre, le service existe toujours. J'ai été regarder. Énorme. Et tu vois, si tu prends le premier forfait, je crois qu'il y a entre 23 €, je crois. J'ai fait faire un calcul rapide sur 3 ans. J'avais fait 3 ans, c'est ça. Et ben ça te coûte 900 balles. J'ai envie de te dire, c'est une stratégie qui peut être intéressante, non pas que ce soit l'alpha et l'oméga, mais par exemple, pendant la crise des composants, pendant 3 ans, tu fais cette technique-là, ça t'aura coûté 900 balles. C'est comme si tu avais ton PC qui a duré 3 ans. Et après, peut-être que si cette crise-là, elle s'arrête, rien ne t'empêche de revenir dans le process d'avant avec ton PC et autres, tu vois. Donc ça peut être intéressant. Je voudrais continuer sur ce point-là. Je vois beaucoup de gens qui sont en mode, ouais, je vais me construire un PC, du coup, je veux une bête de guerre. Mais en vrai de vrai, la plupart des gens n'ont pas besoin d'acheter une bête de guerre. Je veux dire par là que tu n'as pas besoin d'acheter forcément les derniers composants. Et quand je dis dernier, c'est à la fois les composants les plus haut de gamme, les plus performants, mais surtout de la dernière génération. Ouais. Dans le sens où... surtout dans le domaine des PC, où justement tu peux vachement... comment dirais-je... panacher ton choix. Ouais. Que ce soit au niveau des marques, au niveau des performances, etc. Alors, faut s'y connaître un petit peu quand même. Faut s'y connaître un petit peu, mais je trouve que l'info est quand même vraiment bien accessible. T'as pas mal de youtubeurs qui te font des builds à tout un tas de prix, ça, qui te c'est font régulièrement, vrai, etc. Et qui t'expliquent pas mal le pour et le contre. Je vais pas en citer, il y en a plein sur Internet. Ou alors tu copies bêtement, et moi c'est ce que j'ai fait à un moment. À la limite, tu peux faire ça. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, aujourd'hui, si jamais t'habites dans Paris intramuros et que tu fais souvent les courses, tu vas pas acheter une Lamborghini Aventador. Il y a peu de chances pour que ce soit... ça, c'est peut-être très cool. Les gens vont être contents, vont être impressionnés. Ça fait quand même un peu chier, quoi. Et pour transporter 4 sacs de chez Carrefour, c'est un peu chiant quand t'as pas de coffre, ou t'as juste un coffre dans la partie avant, là, sous le capot, qui peut transporter globalement un sac à main en termes de contenance. Ce que je veux dire par là, c'est que essayez peut-être d'adapter, et c'est valable, je parle pour les PC parce que c'est entre guillemets le truc construit sur mesure, mais c'est le même cas pour tout appareil électronique que vous allez acheter, surtout les smartphones et les ordinateurs en l'occurrence, mais faites un truc qui est adapté à vos besoins. Si vous savez que vous allez jouer à des jeux un peu casus, des Call of Duty, etc. C'est des jeux qui sont aussi faits pour pas forcément avoir qu'à tourner sur du matos next-gen parce que ça limite les gens qui ont le matériel pour faire tourner le jeu et donc les gens à qui tu vas le vendre, la cible de ton produit. Donc si tu vas jouer que à des petits jeux, du Fortnite, du Counter-Strike, du League of Legends, des jeux qui sont faits pour tourner littéralement sur des pommes de terre, ça n'a aucun intérêt d'acheter une config à 3000 balles. Une config à 800 balles, tout compris, fera très bien le taf. Tu joueras pas au dernier, pas en 4K 120 FPS, mais tu auras un PC qui fonctionnera très bien pour l'utilisage que tu avais prévu d'en avoir. Une autre petite stratégie que j'ai trouvé intéressante, parce que moi, c'est un sujet que je regardais dans une des prochaines vidéos que je vais sortir, c'est par exemple, tu récupères un ancien smartphone Samsung, je sais pas, je vais te dire Galaxy S21, S22, et en fait, juste l'écran, il est pété, ou potentiellement, il tient plus trop la charge, etc. En bidouillant un peu, et en le pluguant sur un écran externe, ta Samsung DeX, tu peux transformer littéralement un vieux Samsung qui supporte DeX. Donc ça, il faut vérifier si votre modèle, c'est le cas. Et qui a une sortie vidéo avec le câble USB-C. Tu peux en faire un petit PC d'appoint et qui marche plutôt bien. Et je vais même aller plus loin. Par exemple, si tu dois cumuler 2 achats, par exemple, tu avais envie de t'acheter un smartphone et une console portable, moi, en ce moment, je suis très pro Red Magic, là, parce que la marque, elle m'envoie les téléphones et je les teste et tout, etc. Et vous avez vu, je vous avais montré, j'ai transformé un Red Magic en une espèce de Steam Deck avec une manette Bluetooth que tu viens plugger sur le téléphone. Alors, certes, c'est un projet vraiment à la bidouille, c'est-à-dire que tous les titres ne fonctionnent pas. Tu vois, par exemple, j'ai essayé Forza Horizon 5, ça ne marche pas et tout. Mais par contre, il y a tellement de progrès qu'on peut allouer à Saint Gabe Noël avec Valve et Proton. Et Proton, mais véridique. Tu peux dire, je prends un téléphone et je peux te donner un exemple parce que je le connais, c'est pas parce que je veux le vendre le truc, mais parce que je l'ai testé de mes propres yeux. Tu prends un Red Magic 11R vendu 500 € et t'en fais littéralement une petite console de jeu portable avec toi où tu peux faire tourner, que ce soit les petits jeux dont mentionnait Rewan,
Et aussi également parfois des titres comme GTA V, tu vois, sur son téléphone portable. C'est du jamais vu. Hein. Ouais, j'ai fait tourner Cyberpunk, moi, sur un téléphone. Alors, tu fais tout tourner en low, hein, bien sûr. Et tu tournes à 25, 30, ça tire un peu la langue. Mais en vrai, moi, je t'invite à aller voir sur Reddit. Il y a toute une communauté de gens qui ont fait ce genre de choses, notamment côté Red Magic, mais ça peut être d'autres marques, hein, on s'en fout. Mais qui disent, j'ai fini tel jeu sur mon téléphone. Et surtout, c'est des technos qui vont évoluer. Encore une fois, on est qu'aux prémices, mais en fait, avec la miniaturisation et le fait qu'il y a beaucoup de développements qui sont faits autour de la traduction avec Proton et avec les architectures SoC qu'on voit à la miniaturisation, peut-être que plus tard, en fait, les PC, on n'en aura même plus besoin et que tu auras juste besoin de smartphones et même sur des lunettes dans un futur Pour proche. te donner un exemple, il y a l'émulateur donc jeu PC, la Game Native, qui est sorti en version 1.0. Ils ont mis toutes les techniques de génération d'images, des choses comme ça et tout ça. Et les trucs, ils tournent à 70 FPS. Les jeux, des gros jeux et ils ont fait tourner Pragmata, là, le tout dernier jeu. Il tourne sur un téléphone. Je l'ai vu tourner aussi, quelqu'un qui a réussi à faire tourner le dernier James Bond aussi également. First Light sur les téléphones. Et avec des générations d'images, ils arrivent à un petit peu truander le truc. Alors, tu as des tout petits artefacts à droite à gauche, mais tu as des jeux qui tournent genre à 70 FPS sur des téléphones. Fou. C'est une dinguerie. Et un truc à la con, mais tu vois, là, je viens de percuter pendant que moi, tu en parlais, mais regarde, avant même la crise de l'IA, tu t'arrivais déjà avec des technos comme le DLSS, le FSR, tout ce qui est FrameGen, etc., qui en fait faisaient pas évoluer la vitesse pure et la performance pure des cartes graphiques, mais qui essayaient de mettre tout un tas de petits stratagèmes pour s'en faire évoluer plus, de faire bluffer, améliorer l'expérience de jeu avec des algorithmes qui permettent de faire de la génération d'images, tu vois, de l'upscaling, ce genre de trucs. Donc, en vérité, il y a pas mal de petites choses comme ça sur lesquelles, niveau performance, on veut pas mettre les investissements parce qu'on considère que c'est trop pas rentable, mais du coup, on essaie de mettre des petits subterfuges. Pour autant, c'est comme des trucs qui sont vendus comme les technologies du futur et qui n'empêchent pas de vendre les produits au prix fort. Moi, franchement, pour moi, tu vois, il y a un scénario où aujourd'hui, au lieu de se laisser bercer par une frustration en regardant des produits qui commencent à coûter de plus en plus cher, c'est faire un état des lieux de qu'est-ce que j'ai. On a tous des fois à la maison, on a tellement cumulé de trucs, de vieux produits et tout, de dire, tiens, et de le vivre comme un challenge. J'ai un vieux Raspberry Pi 3 qui traîne, machin, qu'est-ce que je peux en faire? Comment je peux lui donner une utilité? Comment je peux assouvir un besoin, une envie avec des produits qu'on a à la maison? L'autre truc, c'est regarder un produit toujours trop cher, se dire, attends, est-ce que je peux pas faire un truc avec des produits d'occasion que je peux reconditionner? Je te donne un dernier petit exemple. Tu vois, tu peux apparemment récupérer des routeurs d'ancienne génération et de les flasher avec des firmware un petit peu custom, un petit peu maison, pour faire un maillage carrément à la maison, comme si tu avais des Google Home Wi-Fi. Je sais qu'il y avait d'autres marques, je voulais donner une autre marque, mais voilà. Des Google Home. Tout ce qui est mesh. Tout ce qui est mesh. Tu vois, les routeurs mesh qui coûtent une blinde, tu peux carrément faire des choses comme ça assez fous. Et je pense que Internet regorge d'idées de dingue, ou à la limite, ça peut être même challengeant de dire, je me fais un petit side project. Parce que oui, bien sûr, tout ce qu'on dit là, c'est pas à la portée de tout le monde et ça demande un petit peu d'huile de coude et de bidouillage. Mais je trouve qu'en vrai, il faut en profiter. C'est toujours voir les crises comme aussi des opportunités. Tu as le choix. Soit tu subis la crise et tu es là, tu boudes dans ton coin. Soit tu dis, tu sais quoi, c'est la crise. Je vais faire des trucs, je vais monter des projets. Et aussi, il y a un objet, pour le coup, qu'on a fustigé pendant tout ce podcast, qui peut quand même devenir un très bon allié, c'est l'IA. Moi, j'ai fait des trucs là récemment. J'ai été explorer des petites choses sur des projets annexes que j'ai fait, que je maîtrisais que dalle. Il suffit de parler à l'IA et je parlais à l'IA comme si j'étais le pire des teubés. Et en vrai, pas à pas, il t'explique. Il t'explique bien les choses. Voilà, il faut savoir juste bien poser les questions et il t'explique et tu peux faire assouvir des envies, des besoins et pas te laisser déprimer par tout ce qui se passe. Ce qui est sûr, c'est que le futur de la technologie sera pas forcément réservé aux riches. Par contre, il va falloir trouver des petites astuces et on a essayé de vous en donner quelques-unes pour essayer de contrecarrer cette évolution. On verra, quoi qu'il en soit, l'avenir nous dira ce qui va se passer. Est-ce qu'on aura des bonnes nouvelles? Est-ce qu'on aura des moins bonnes nouvelles? Mais on sera toujours là pour vous accompagner parce que justement, nous, on aime ça, on s'abreuve de toutes ces technos, de toutes ces rumeurs, de tout ce qui se passe, etc.
Donc n'hésitez pas aussi à suivre la bulle de la semaine, qui est l'épisode du lundi où justement on parle de ces actualités et généralement tout ce qui est chaud, etc. On essaye de les traiter, évidemment avec une semaine de décalage puisque lorsqu'on enregistre un épisode, c'est diffusé la semaine d'après. Mais on essaye de rester dans le chaud pour vous décrypter un petit peu tout ça et pour vous partager un maximum d'informations. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à laisser vos petites étoiles si jamais il vous a plu. Et évidemment, on vous oblige à rien, mais abonnez-vous, voilà, à toutes les plateformes. Un petit abonnement, un petit like, petit t'en parle aux copains. Et on fait un gros big up à tous les débrouillards. Et si vous avez une débrouillardise à nous partager en bulle vocale, n'hésitez pas, on est preneurs. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Prenez soin de vous et à très bientôt dans Bubble. Ciao.